En 2016, Cédric Herrou a été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis, puis à 4 mois de prison avec sursis, pour avoir convoyé des migrants venus d'Italie et organisé un camp d'accueil dans la vallée de la Roya. Pourtant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exempte de poursuites judiciaires quelqu'un qui, sans contrepartie, directe ou indirecte, vient en aide à un étranger en apportant une aide visant à, je cite, « préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger ». Mais dans le cas de Cédric Herrou, l'aide apportée a été considérée comme s'inscrivant dans la contestation globale de la loi et servant une cause militante, ce qui constituait, selon le juge, une contrepartie. Si certaines associations ou membres de la société se mobilisent pour aider les étrangers, ces derniers peuvent aussi être vivement rejetés, voire stigmatisés par la population du pays dans lequel ils arrivent. Souvent associée au racisme, la xénophobie correspond à la peur et par extension au rejet de l'étranger. Cédric Herrou a assuré pendant son procès, je cite, « faire le travail de l'État ». Se pose donc la question du rôle de l'État concernant les étrangers. Nous verrons tout d'abord que la xénophobie est une tendance immuable et nécessaire à la constitution de toute société. Puis, nous nous intéresserons à deux des principaux devoirs de l'État, qui sont à la fois celui de représenter la société, d'incarner la volonté du peuple, et celui de garantir la souveraineté nationale. Mais nous nous demanderons enfin s'il ne faudrait pas exiger de l'État une prépondérance du droit sur les pulsions fondamentales. Premièrement, il y a une tendance naturelle de la société à la xénophobie. La société a besoin de rejeter l'étranger pour être unie. En général, les groupes d'individus ont tendance à rejeter les étrangers, les personnes extérieures à leur groupe. Par exemple, le Rassemblement national, deuxième parti politique de France, désigne les étrangers présents en France comme les responsables du chômage et de la pauvreté en France. Selon un philosophe René Girard, le rejet d'un bouc émissaire est nécessaire à l'existence d'un groupe et au maintien de son unité. En effet, selon lui, les hommes, ont tendance à être violents les uns envers les autres, puisqu'ils sont tous rivaux. Selon lui, les hommes désirent un objet seulement parce que celui-ci est désiré par d'autres hommes. C'est ce qu'il appelle le désir mimétique. Et ainsi, les hommes sont en concurrence les uns avec les autres. Or, ce désir pour des mêmes objets et cette rivalité qui en découle entre les individus mènent souvent à de violentes altercations. C'est donc ce qu'il appelle la violence de tous contre tous. Or, si en permanence il y avait cette violence dans la société, si les gens étaient en concurrence et violents les uns avec les autres, cela ne serait pas tenable. Ce serait le chaos. La population ne pourrait pas être unie. C'est pourquoi, selon Girard, l'homme sacrifie un bouc émissaire afin de transformer cette violence de tous contre tous en violence de tous contre un. Cela limite le dégât et permet au groupe d'être unis, de rester soudés. Girard parle d'une double fonction du sacrifice du bouc émissaire. En effet, il fait office à la fois d'exutoire, en permettant de libérer l'agressivité collective, et aussi de pacte, permettant de ressouder la communauté autour d'une paix retrouvée. Pour qu'il y ait cohésion d'un groupe, il faut donc que ce groupe aime ensemble, bien sûr, mais aussi qu'il haïsse ensemble. Or, Girard assure qu'un individu, pour être choisi comme bouc émissaire, doit avoir un certain nombre de caractéristiques spécifiques. Il parle de qualité victimaire. Il faut que la victime soit assez distante du groupe d'abord, marginale, pour que chacun ne se sente pas trop atteint lorsque le sacrifice a lieu, pour que chacun n'ait pas peur d'être le prochain sur la liste, d'être expulsé à son tour. Mais il faut aussi que le bouc émissaire soit assez proche pour que l'on puisse l'expulser. Il faut qu'il soit en partie intégré au groupe pour qu'on puisse l'en exclure. Ainsi, l'étranger est un bouc émissaire idéal. En effet, il est à la fois proche de la population du pays dans lequel il arrive, puisqu'il est proche géographiquement, mais aussi parce qu'il est un humain comme les autres, avec les mêmes besoins, mais il est aussi, quelque part, différent, distant par rapport au groupe, puisqu'il vient d'ailleurs, il ne parle pas forcément la même langue, il n'a pas la même culture, et même parfois pas la même couleur de peau. C'est donc pour ça qu'on associe souvent racisme et xénophobie. Le philosophe et sociologue Georges Simmel parle d'une dialectique proximité-distance de l'étranger.
Ainsi, la société se montre donc xénophobe afin de préserver son unité. Montaigne, au XVIe siècle déjà, développait cette même idée d'un rejet naturel de l'étranger de la part de la société. Dans Des cannibales, il affirme que, je cite, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Ainsi, la première réaction de toute société lorsqu'elle entre en confrontation avec des usages qui ne sont pas les siens, notamment par le biais de l'arrivée d'un étranger par exemple sur son territoire, est le rejet, la critique. Ces pratiques inconnues sont condamnées, jugées immorales. Montaigne prend l'exemple des habitants de la côte brésilienne, surnommés au XVIe siècle les cannibales. Ces hommes sont vus comme des sauvages à cause de leurs pratiques anthropophages. Ainsi, les sociétés occidentales auraient tendance à croire qu'accueillir les étrangers jugés barbares pourrait mener leur société à une régression, alors que cette société est censée incarner le progrès. C'est pourquoi la société aurait tendance à rejeter ces étrangers. Lévi-Strauss, quant à lui, bien plus tard, assure que dans toutes les sociétés, et quelles que soient les époques, il existe des formes de rejet de l'autre, une opposition entre eux et nous. Dans Race et culture, il affirme qu'un minimum de rejet de l'étranger, ou du moins de distance à son égard, est nécessaire à chaque culture pour conserver son unicité. Il dénonce ainsi la volonté de la société moderne et occidentale de bâtir une société mondiale, dit-il, qui détruirait selon lui tous les particularismes. La xénophobie sociétale serait donc, dans une moindre mesure, inévitable et nécessaire. Ainsi, Lévi-Strauss dénonce les beaux discours démocratiques, défendant la fraternité et l'égalité, comme ceux présents dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne seraient selon lui qu'une illusion. Il dit, je cite, « Pleinement réussie, la communication intégrale avec l'autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l'originalité de sa et de ma création. » En effet, ce premier rejet de l'étranger, que l'on pourrait qualifier d'instinctif, est nécessaire puisqu'il est une réaction normale face à la différence. Nier complètement l'existence même de ce rejet reviendrait à nier la différence et donc à effacer l'identité propre de la culture de l'étranger. Un peu de xénophobie semblerait donc nécessaire à la société. Or, l'État doit être l'expression des valeurs de la société qu'il gouverne, et il doit aussi garantir la souveraineté du territoire. Dans une démocratie, l'État doit être à l'image du peuple et doit respecter ses désirs, ses choix. Ainsi, l'État devrait mettre en place des lois et réglementations allant dans le sens des demandes et attentes de sa population. Or, comme nous l'avons vu, la société a tendance à rejeter les étrangers. L'État devrait donc faire en sorte de limiter leur présence sur le territoire, par le biais de quotas migratoires sévères, par exemple. C'est le cas en France. En effet, depuis que le Rassemblement national, fervent défenseur de limitation drastique de l'immigration, augmente son nombre de voix aux élections, le RN est passé de 9 députés élus à la Chambre en 2017 à 89 députés en 2022, la politique migratoire se durcit, comme avec la loi sur l'immigration, votée en 2023. Cette loi semble aller dans le sens de ce rejet des étrangers, puisqu'elle durcit les mesures prises vis-à-vis de ceux-ci. En effet, par exemple, elle interdit aux étrangers âgés entre 18 et 21 ans visés par une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, de bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Elle autorise aussi le prélèvement d'empreintes digitales et la prise de photos de mineurs étrangers sans leur consentement, s'ils sont suspectés d'avoir commis des crimes ou délits. Autre exemple, dans les années 1930, en France, alors que les travailleurs nationaux s'inquiétaient de la présence d'une concurrence de main-d'œuvre étrangère bon marché, l'État avait mis en place la politique des quotas, appelée ainsi puisqu'elle renforçait les quotas migratoires et le contrôle aux frontières, avec par exemple le décret du 10 août 1932 qui accordait la priorité aux travailleurs français dans l'industrie. Ensuite, l'un des rôles fondamentaux de l'État est celui bien sûr de garantir la souveraineté du territoire. Il doit protéger les citoyens d'une possible attaque ou invasion extérieure. La sécurité extérieure fait partie de ses fonctions régaliennes. Emmanuel Kant, dans Vers la paix perpétuelle, dit défendre l'hospitalité pour les étrangers. Confère le titre de son article, je cite, « Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle ». Selon lui, les hommes ont en effet un droit de, je cite, « commune possession de la surface de la Terre, sur laquelle, puisqu'elle est sphérique, ils ne peuvent s'étendre à l'infini, mais doivent finalement se supporter les uns à côté des autres, et dont personne à l'origine n'a plus qu'un autre le droit d'occuper tel endroit. »
Ainsi, pourrait-on croire que selon Kant, l'État devrait combattre la xénophobie sociétale et accueillir les étrangers coûte que coûte, puisque ceux-ci ont autant le droit d'habiter ces lieux que les habitants de longue date. Pourtant, il ne plaide pas pour un accueil des étrangers organisé par l'État. Il incite même les États à se montrer méfiants, voire à limiter et à limiter l'accueil des étrangers, voire à les rejeter. On définit en général l'hospitalité comme le fait d'héberger généreusement et gratuitement quelqu'un chez soi. Or ici, l'hospitalité semble avoir un sens différent. En effet, lorsque Kant défend un droit à l'hospitalité, il entend par là un droit pour l'étranger, lorsqu'il arrive dans un pays inconnu, à ne pas être traité en ennemi. Mais cela n'empêche pas que l'accueil peut être court et non systématique. En parlant de l'étranger, Kant dit, je cite, « On peut le renvoyer si cela n'implique pas sa perte, mais aussi longtemps qu'il se tient à sa place, on ne peut pas l'aborder en ennemi. » Fin de citation. Ainsi, le terme d'hospitalité chez Kant n'a pas le sens habituel. Tout en assurant l'hospitalité aux étrangers, un État peut donc prendre des mesures d'expulsion. En effet, l'accueil de l'étranger ne doit être que temporaire. Il dit, je cite, « L'étranger ne peut pas prétendre à un droit de résidence. Cela exigerait un traité particulier de bienfaisance qui ferait de lui, pour un certain temps, un habitant du foyer, mais à un droit de visite. » Selon Kant, l'État doit, pour assurer la souveraineté de son territoire, rejeter les étrangers, ou du moins limiter leur accès à ce pays. Un pays qui ne le ferait pas et qui accueillerait les étrangers sans contrepartie, sans restriction, risquerait d'être envahi, soumis, asservi, comme l'ont été l'Afrique et l'Amérique, par exemple, par les Européens durant la colonisation. Puisque si l'État ne limite pas l'accès des étrangers à son pays, ceux-ci peuvent abuser de ce droit et ne devenir non pas des visiteurs, mais plutôt des colons. Kant prend ainsi l'exemple de la Chine et du Japon, qui après avoir été, entre guillemets, visités par les Européens au XVIIIe siècle, et pour éviter que de telles dérives se reproduisent, ont mis en place des politiques d'accueil restreints. Par exemple, à l'époque de Kant, le Japon, ne permet pas aux Européens de résider sur son sol, mis à part les Hollandais, mais même ceux-ci sont complètement exclus de la société japonaise. Les États devraient donc se méfier des étrangers, afin d'assurer la souveraineté de leur territoire. De plus, l'expression « aussi longtemps qu'il se tient à sa place » montre que selon Kant, l'étranger doit s'effacer devant les habitants du pays dans lequel il arrive. Se tenir à sa place signifierait ne pas avoir son mot à dire sur ce qui se passe dans le pays dans lequel il arrive et accepter un rejet de la part de la société, et donc de l'État. Mais ne peut-on pas exiger de l'État une prépondérance du droit sur les pulsions fondamentales ? N'est-ce pas là son rôle ? Alors que la société a tendance à rejeter les étrangers, et que l'État doit être à l'image de la société qu'il gouverne, ainsi qu'être le garant du territoire national, tout semble aller dans le sens d'une politique migratoire xénophobe. Pourtant, il pourrait sembler essentiel que l'État, par le droit et le juridique, aille à l'encontre de cette xénophobie. D'abord, la société ne se montre pas toujours xénophobe. Nous avons parlé plutôt de l'hospitalité au sens de Kant. Mais il y a aussi, bien sûr, l'hospitalité au sens où nous la connaissons. En effet, Derrida, dans son ouvrage de l'hospitalité, justement, parle de la tradition de l'hospitalité. Cette fois, non pas au sens kantien, mais au sens habituel. Beaucoup de gens, si un étranger venait à frapper à leur porte, la lui ouvriraient et l'hébergeraient s'il le faut. Or, même dans ces cas-là, Derrida dit que la situation est problématique, que l'accueil ne se fait pas de la bonne manière. En effet, cette offre d'hospitalité est en général soumise à des conditions. L'hôte qui accueille suit les lois traditionnelles de l'hospitalité. Or, celles-ci supposent un contrat, un pacte entre l'arrivant et l'accueillant. Bien sûr, cela est notamment lié à une question pratique, c'est-à-dire le fait que l'hôte ne peut pas accueillir tous les étrangers en même temps. La place dans son foyer est limitée. C'est pourquoi il lui faut sélectionner qui il choisit d'accueillir. Mais cela n'est pas l'unique raison. C'est aussi parce que dans l'imaginaire collectif, il ne faudrait pas accueillir sans contrepartie. Car l'autre nous serait redevable. Il devrait nous remercier. Le pacte établi entre l'hôte et l'étranger assure par exemple à l'étranger un toit et de la nourriture, mais aussi à l'hôte un certain respect de la part de l'étranger, voire une reconnaissance, voire même un effacement, une soumission, comme on le voyait plutôt avec Kant. La contrepartie se matérialise de différentes manières. D'abord, la première chose que fait l'hôte lorsqu'il accueille l'étranger,
c'est lui demander son nom. On demande à l'étranger de s'identifier. C'est là que Derrida différencie d'ailleurs l'étranger, qui est pourvu d'un nom de famille, et l'autre absolu. Si ce premier pouvait bénéficier de l'hospitalité, le deuxième, pour lui, ce ne serait pas possible. Il y a donc pour l'étranger le devoir d'explication, d'information. C'est pourquoi l'étranger doit donner son nom à ses hôtes, et bien souvent aussi expliquer pourquoi il est là, justifier sa présence en racontant son histoire, etc. Ensuite, il y a aussi bien sûr la dimension linguistique dans le pacte d'hospitalité. En effet, l'étranger est contraint, lorsqu'il arrive dans un pays, de s'efforcer de comprendre la langue du pays dans lequel il arrive, et même de devoir lui-même s'exprimer dans cette langue. Cela implique des difficultés pratiques, bien sûr, d'apprentissage, mais aussi des difficultés psychologiques. Empêcher l'étranger de s'exprimer lui-même dans sa langue, et le contraindre à s'exprimer dans une autre, signifie nier en partie son identité, ce qui fait de lui un étranger. Mais surtout, le devoir principal de l'étranger, dans ce pacte d'hospitalité, est celui de respecter les us et coutumes de ses hôtes. Il doit respecter les horaires de repas, la nourriture qu'on lui offre, les prières, les traditions et les valeurs. Un exemple très probant de cette idée de devoir de l'étranger à s'adapter au pays dans lequel il arrive est celui du contrat d'engagement que doivent désormais signer tous les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour en France, et ce, depuis la loi immigration. Dans ce contrat, ils s'engagent à respecter les principes de la République. Ainsi, selon Derrida, même lorsque l'hospitalité est pratiquée, elle l'est d'une mauvaise manière. Les lois de l'hospitalité sont selon lui pervertissables, puisqu'elles contraignent l'étranger, elles le soumettent à des devoirs, voire nient qui il est et l'obligent à changer lui-même qui il est pour le pays qui l'accueille. Et selon lui, à partir du moment où l'hôte attend quelque chose en échange de ce qu'il offre, de l'hospitalité qu'il offre, cela détruit l'idée, l'esprit même de l'hospitalité. C'est pourquoi Derrida différencie les lois traditionnelles de l'hospitalité et la loi de l'hospitalité, avec un L majuscule. La loi de l'hospitalité ne supposerait pas de conditions, elle serait absolue. Si on suit la loi de l'hospitalité, on accueille l'étranger sans même le questionner qui il est, puisque cela n'a pas d'importance. On s'efface devant l'autre. L'hospitalité se donne à l'autre avant même qu'il ne s'identifie, sans question préalable, sans contrepartie. Selon Derrida, les lois de l'hospitalité qui régissent les accueils faits aux étrangers détruisent cette loi de l'hospitalité. Mais il dit, je cite, « Mais tout en se tenant au-dessus des lois de l'hospitalité, la loi inconditionnelle de l'hospitalité a besoin des lois. Elle les requiert. C'est pourquoi l'État, par le biais des lois, se doit de protéger cette loi de l'hospitalité, de faire en sorte qu'elle soit effective. » Bon, la société a tendance à se montrer xénophobe. On pourrait penser que l'État, puisqu'il doit être à l'image de cette société, et puisqu'il doit aussi assurer la protection des frontières, devrait lui-même rejeter les étrangers, par des lois strictes limitant leur accueil. Pourtant, l'État devrait plutôt en réalité garantir une hospitalité à toute épreuve, au-delà de critères ou de conditions. En 1955, Louis Aragon avait d'ailleurs écrit dans Strophe pour se souvenir, à propos des résistants des francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée pendant la Seconde Guerre mondiale, je cite, « 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 qui criaient la France en s'abattant. » Alors que Missak Manouchian vient d'entrer au Panthéon, nous pourrions nous demander dans quelle mesure la France accueille et honore certains étrangers tout en excluant d'autres.